Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans 52 minutes avec. Chez notre invité d'aujourd'hui, la lecture et l'écriture sont arrivées de manière traumatique. Il est entré dans le monde de la lecture enfant à cause d'une guerre et il a commencé à cracher à la face du monde sa douleur dans l'écriture à cause d'une autre guerre à l'âge de 40 ans, peut-être plus. À la face du monde, cracher à la face du monde, c'est essentiel pour lui. Le monde qui n'a pas vécu, qui n'a pas vu, qui n'a pas souffert ne doit plus ignorer, feindre de ne pas savoir, se lever dans son petit confort, sa sécurité trompeuse qui peut éclater en mille morceaux à tout moment, mais ce monde ne le sait pas. Il doit sentir la violence dans son éclatante cruauté, la barbarie subie par les Rwandais, les Congolais, les Africains, le martyre des enfants, des femmes, de la terre inondée du sang de ses enfants, parce que l'Occident a toujours convoité ce qu'elle porte dans ses entrailles, sa richesse, à cause de tous ses malheurs. Il a alors appris très tôt, notre invité, qu'il doit parler, écrire, en tout cas ne pas la fermer, pour échapper à la mort, comme l'a fait sa mère, pour le sauver lui et ses enfants, il y a des années de cela, à Karawa. Pour lui, l'art, la littérature sont loin d'être un plaisir. Oh non! Ce sont avant tout des véhicules d'idées, d'histoires qui racontent la réalité des êtres humains. C'est de l'histoire, des histoires qu'il ne contrôle toujours pas, des personnages qui lui échappent par moments, qui le bouleversent, le hantent, tels des esprits, des âmes en peine. Notre invité d'aujourd'hui est l'écrivain congolais Nkoli Jean Bofan, un rescapé qui a eu 1001 vies, un homme qui s'efforce de résister au système. La plupart de ses romans sont autant de maelstrom où la mort, la vie, l'amour se côtoient et se livrent une guerre sans merci. Eros et Thanatos, toujours. Comme ces personnages, nous sommes condamnés à côtoyer la mort, mais aussi à traîner nos savates, nos boulets, nos traumas et continuer à vivre et, avec un peu de chance, à aimer. Parmi ces romans, nous citerons Pourquoi le lion n'est plus le roi des animaux, 1996, Bibi et les canards en 2000, Mathématiques congolaises en 2008, couronnée par le Grand Prix littéraire d'Afrique noire, Congo Corporate, Le Testament de Bismarck en 2014, qui a reçu le prix des 5 continents de la francophonie, et le Grand Prix du roman Métis, et le prix littéraire de la SCAM, Le viol, une arme de terreur, une œuvre collective en 2015, et le roman La Belle de Casa en 2018. Il a aussi reçu le prix de la critique de la communauté française de Belgique en 1997, le prix Jean Munot en 2008, et le prix des algues d'or en 2015, le prix des bibliothèques de la ville de Bruxelles la même année, le prix Coup de cœur Transfuge la même année, toujours en 2015, et le prix Makomi Honneur 2019 par la Fête du livre de Kinshasa. Nkoli Jean Bofan, bonsoir. Bonsoir. Je suis ravie, honorée Moi de même. et heureuse de vous recevoir sur notre plateau. Ouais, donc, je suis vraiment content d'être au Maroc. Merci, vous êtes le bienvenu. Alors, on commence toujours par les débuts. On commence par Gemena. Vous êtes né à Gemena. Je suis né à Coquilhatville, Mbandaka, mais j'ai grandi à... Mais disons, les épisodes de la petite enfance ou de la jeune enfance, c'est Karawa et Gemena. Karawa et Gemena. Voilà. C'est au nord-ouest du Congo. Nord-ouest du Congo. Alors, Petite ville, dans une plantation. Voilà. Ça ressemble à ça? C'est un peu ça? C'est Gemena? Ouais, ça ressemble... C'est Gemena, en fait, c'est Gemena. Ok, ouais, c'est Oui. bien ça. Ça, c'est aux Gemena. alentours de Gemena. Ouais. C'est aux alentours. Ouais. C'est ce que j'ai trouvé. Si. On va trouver beaucoup de choses sur Gemena. Si. Et puis, vous avez vécu... à Gemena, il n'y avait pas des livres. Ça, c'est un enfant à Gemena. Ouais. Vous deviez peut-être ressembler à Oui, cet j'étais enfant. comme ça quand j'ai quitté Gemena. Oui, j'étais oui. comme ça. Oui, on dit Gemena ou Gemena? Gemena. Gemena. Et puis, il n'y avait pas tellement de livres à Gemena. Non. Mais dans votre maison, il y avait un mur. Il y avait un mur en spécial. Oui. C'était le mur de votre beau-père, Oui. que vous n'avez connu que lui, qui est belge. Qui est belge. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce mur? Mais il y avait tout. Il y avait... Moi, j'appelais ça, plus tard évidemment, j'appelle ça le mur de la connaissance. Pour moi, c'était ça, et ça trônait dans cette maison. C'était le mur le plus important de la maison pour moi. Et puis, et c'est là que j'ai découvert la littérature. Mais c'est un mur qui était empreint de sacralité pour vous. Vous passiez à côté, mais jamais vous n'avez osé vous en approcher. Non. Mais
Mais disons, la littérature, pour moi, ça revêt toujours un côté sacré jusqu'à aujourd'hui. Hein. Quand j'écris pas pour le plaisir. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'écris pas pour le plaisir. C'est un côté... c'est autre chose que juste la rédaction d'un texte ou quelque chose de joli. Oui. Voilà, je suis beaucoup plus loin que ça et rentrer dans la littérature, donc il faut un rite. Je ne pouvais pas prendre un livre comme ça. C'est un rite de passage. C'était un rite de passage. Je devais passer par là. Exactement, parce que vous êtes passé, c'était comme Alice, de l'autre côté du miroir, et vous avez découvert un monde insoupçonné. Voilà. C'est un peu ça qui s'est passé. Oui. Et ce qu'il y a, c'est que c'est la guerre qui a conditionné cet amour de la lecture. Justement, parce que vous avez commencé à lire au moment de la rébellion muléliste. On va voir Pierre Mulel. On va le voir. Pierre Mulel, qui était un compagnon de Patrice Lumumba. Oui. C'est lui, jeune. Oui. Et donc, il y a eu cette rébellion. C'était pas très loin de chez vous, hein. Ouais. C'était à Misala. Misala, ouais. En fait, ça a parcouru un peu partout, ça a parcouru le Congo. Et leur fief était l'est du Congo, Stanleyville. À l'époque, qui s'appelle Kisangani aujourd'hui. Et donc, quand ils ont été défaits à Kisangani, ils sont remontés et puis ils ont tourné vers l'est. Et vers l'est, c'est là où nous on était. Donc la guerre était à l'époque, c'était à votre porte. Une demi-journée. Demi-journée. Quelques heures de voiture. On va voir des photos de la rébellion, quelques rares photos que j'ai pu trouver de la rébellion. Voilà. Muléliste. C'est ça. Alors, il y a quelque chose de très important qui est arrivé, c'est que vous étiez 3 enfants, vous et mon frère et ma sœur. Votre frère et votre sœur. Et puis, un jour, votre père vous dit que c'est très compliqué d'envoyer les 3. Oui. Et que vos 2 frères, votre frère et votre sœur allaient partir et que vous alliez rester avec eux. Avec eux. C'était dur pour vous? Non, moi, j'ai pas vu ça... J'ai pas senti comme si j'avais été extrait de la famille et qu'on ne voulait pas sauver ma vie. Moi, j'ai vu ça comme une preuve d'amour supplémentaire à mon égard. Vous le gardez vous gardez avec eux? Ouais, ils peuvent pas se séparer de moi, quoi. Et puis c'est à cause de ça, absolument. Et puis c'est grâce à ça que vous avez plongé dans la littérature, parce que votre père, peut-être pour vous aider... Oui, à surmonter le traumatisme que ces gens-là amenaient. Parce qu'aujourd'hui, on en parle comme des libérateurs, etc. Mais ils ont moi, commis des horreurs. Mais personnellement, je peux voilà, si on me demande mon avis, depuis que je suis tout petit, j'ai jamais trouvé que cette rébellion était quelque chose de noble et de beau. C'était très cruel. Et on a des amis de la famille qui ont été tués. Voilà. Donc pour moi, c'est pas... Aujourd'hui, avec le temps, on dit oui, mais c'est pas vrai. Pour moi, c'était pas des gens bien. Et s'ils se réclament de Lumumba, Lumumba n'était pas comme ça. Lumumba était pacifiste. Patrice Lumumba, c'est autre chose. Oui. On va parler de Patrice Lumumba. Eux n'étaient pas pacifistes. Parce que Patrice Lumumba, pacifiste, martyr, oui. Et c'est quelqu'un qui vous a beaucoup marqué. Et vous avez dit dans une interview qu'il vous arrivait d'avoir des cauchemars. De lui toutes les semaines. Tout le temps. Tout le temps. Ça a duré jusqu'à des années. C'est-à-dire que quand nous avons quitté le Congo, il y a eu une indépendance en juin, le 30 juin 1960. En septembre, octobre, on avait déjà fui, on était déjà parti en Belgique. Et on a fui. Et donc, quand Lumumba est mort, c'est janvier 61. Donc, pas longtemps après que nous, on soit arrivés en Belgique. Très jeune. Ouais, je venais d'avoir 6 ans. Et donc, quand on était au Congo, j'avais 5 ans. Oui. Et puis, donc, on est arrivé en Belgique, j'ai eu 6 ans. Et puis, en janvier, il y a eu la mort de cet homme. On l'a capturé, ils l'ont tué. Donc, les images, je les ai vues dans la télévision belge. Voilà, ces images-là. Oui. Je les ai vues à la télévision belge. Elles vous ont marqué alors que vous étiez jeune, vous n'aviez pas de conscience politique? Non, mais ces images où on le prend comme ça, on lui tire les cheveux, on le jette de l'avion, c'est des images que j'ai... C'était un cauchemar. J'avais des cauchemars récurrents toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Je rêvais de ça. Et mais alors, chez moi, il y avait en plus des flammes. Tout ce que vous voyez là, plus des flammes. Plus les flammes. Plus des flammes. Et c'est comme ça que je rêvais ça. Alors, votre père, votre beau-père, votre père spirituel, vous amène un jour devant ce mur magnifique. Oui. Et vous demande de
choisir un livre. Ouais, il m'a donné le choix. Ça, c'est quelque chose de... Il avait tout dans cette bibliothèque. Il y avait tout. Tous les Il y avait classiques. tous les classiques, littérature française, littérature Américaine, américaine. Faulkner, Steinbeck, Stendhal, Balzac, Zola. Tout, c'était là. Et alors, parmi eux, il y en avait un quand je passais, il y en a un qui s'appelait Zola. Et ce Zola, ça veut dire amour, dans une langue de chez nous, dans la langue Congo, ça veut dire amour. Ah, Donc oui. moi, je dis, ce type-là, c'est un Congolais. J'étais persuadé que c'était un Congolais, que c'était le seul Congolais qui était, qui était accroché à ce mur. Et donc, quand papa m'a dit, voilà, choisis, j'ai choisi Zola, en croyant que c'était un Congolais, quoi. Et en plus, avec le titre, parce que j'aurais pu choisir n'importe quel Zola un peu plus didactique, disons, mais j'ai choisi Nana, qui est une histoire de femme un peu légère. Mais vous ne saviez pas à l'époque. Je savais C'était pas. parce que Pour moi, Nana, c'est c'est un nom aussi qu'on portent les Congolaises. Oui. Voilà. Et donc, moi, mais dans mon souvenir, elle était un peu plus ronde que ça. Elle est plus ronde. Moi, j'ai choisi cette photo parce qu'elle a les cheveux roux, parce que pour l'anecdote, vous dites que cette femme rose, pulpeuse, elle continue à vous fasciner, à vous... Et voilà, c'était... de joie. Et je suis rentré là-dedans, mais vous imaginez, à 10 ans, là, j'avais 10 ans, là. 64, j'avais 10 ans, et bon, et j'ai commencé avec ça. Ça, c'est le texte fondateur, en fait. Oui, et Balzac, c'est pas ce qu'il y a de plus facile, et c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour s'évader. Parce Zola, que c'est dur aussi, c'est cru, c'est sombre. Et puis c'est la lutte sociale aussi, la lutte des classes. Donc moi j'ai appris et la volupté et la lutte des classes en même temps. Oui. Donc... Alors, vous allez quand même si vous vous rendez au bout de 2-3 pages de la supercherie, vous dites, comme vous l'avez dit un jour, ah, les Français m'ont encore roulé. Oui, j'ai trouvé c'était une arnaque terrible parce que je m'attendais pendant longtemps. Oui, vous étiez fier, vous étiez un Congolais. J'étais fier de Congolais, quoi. Et puis après 2 pages, je me rends compte que... Ah non, c'est un Français. C'était un Français, quoi. Et ça, Émile, voilà. Sacré Émile. Alors, vous abattez tout Zola. Tout Zola. J'ai lu tout de suite, dans la foulée. Hein. Quand j'ai fini ça, j'ai continué avec les Rougon-Macquart, avec les Germinal, etc., etc. Je les ai tous lus. Alors, ce rite de passage vous fait aimer la littérature. Oui. La lecture. La lecture, à jamais. À jamais. À jamais. C'est-à-dire que moi, je passais mon temps, quand j'étais petit, au lieu de jouer au football comme tout le monde, j'étais assis à lire des livres. Ouais. Et comme on n'avait pas de livres à l'époque, on n'avait rien, à part les livres de papa, ma seule distraction, c'était des livres pour adultes. Oui. Donc des grands livres, les Faulkner, les Steinbeck, tous ces gens-là dont je vous parle. Oui. Dont on m'avait parlé tout à l'heure. Donc c'était mon plaisir. Oui. Voilà. Et donc j'étais devenu un peu obsédé par ces histoires. J'y étais tout le temps. Je devais toujours avoir un livre sous la main, je lisais tout le temps. Vous alliez à l'école? Non. Ouais, au ouais. Congo? Au Congo? À Karawa, non. À Karawa, on avait non. un précepteur. On avait Mais justement, on était arrivé à Karawa au début, il y avait pas... Enfin, il y avait des écoles. À Karawa, est-ce qu'il y avait une école? Je ne sais même pas s'il y avait une école convenable, disons. À Gemena, on a été à l'école. Alors... À Karawa, il n'y avait rien. Il n'y avait rien à Karawa. Donc, nous, on fabriquait nos cours nous-mêmes. On fabriquait des cours de maths, on fabriquait des cours de français ensemble. Puis à Gemena, à ce moment-là, on a déménagé à Gemena. Là, papa a pris un précepteur qui venait à la maison. Et puis en fin de compte, j'étais à l'école officielle, quoi. Oui. Ouais. Alors, toute votre vie, moi, à plusieurs reprises, vous allez faire des allers-retours entre la Belgique et le Congo. Oui. Ah oui. En 60, indépendance, on quitte, on part en Belgique. Oui. 62, 63, on se dit, bon, on va aller voir ce qui reste. À Karawa, on arrive là-bas, il n'y a plus rien. Oui. La plantation a brûlé, la maison a été incendiée, il n'y a plus rien, il n'y a plus de mur, il n'y a plus rien. Et en fin de compte, on a fini par le vendre au papa de Jean-Pierre Bemba, l'homme politique congolais. C'est son père qui l'a acheté, la parcelle, là. Et puis on a été s'installer à Gemena. Et puis il y a eu la rébellion, 64, 65, on s'est de nouveau retrouvé en Belgique. Oui. Et là, on ne pouvait plus bouger parce que les enfants devaient faire tous les immigrés. Hein, les Marocains ici le savent très bien. Ils partent en se disant on revient dans 10 ans. Et puis les enfants sont obligés de continuer des études et les soins de santé. Et on reste là où on est. Alors, quand vous êtes arrivé en Belgique, ce n'était pas évident non plus. On va voir une photo avec votre frère et votre sœur. Parce que entre Bruxelles et Gemena, il y a tout un monde. Il y avait tout un monde. Voilà, ça c'est nous. Et en fait, cette photo a été prise, c'était la première photo qu'on avait prise quand on est arrivé sur le sol belge, sur le sol européen.
Donc 3 semaines avant ce truc, on voulait nous tuer, en fait. Nous, comme vous voyez, les enfants, ils ont une capacité vous parlez du mot, vous avez utilisé le mot résilience tout à l'heure. Oui. Et ils ont une capacité phénoménale. Vous ne pouvez pas imaginer que ces 3 enfants, on les a mis contre un mur pour les tuer à la machette. Alors, 3 semaines avant notre beau sourire, là. c'est incroyable cette histoire. Je veux dire, c'est vraiment le peloton d'exécution. On vous a mis contre un mur. Ouais. Ils allaient vous tuer. Ouais. Puis c'est grâce à votre mère, parce qu'elle a commencé à parler et tout ça. Il y a l'histoire de la machette. Bon, elle vous a sauvé, mais vous frôliez la mort. Ouais, Elle vous accompagnait, quoi. Mais pourquoi est-ce que je ris de la vie aujourd'hui? Parce que justement, j'ai une mère comme ça, moi. Vous savez, elle remportait les victoires devant nous. Et ça dit que tous ces drames, vous me dites que bon, est-ce que ça ne fragilise pas? Vous me demandez ça. Non. Au contraire, nous, Oui. ça nous a rendus très très forts. Ça nous a rendus, et cette force, elle déménage même vers mes enfants à moi. Parce qu'ils connaissent notre destin. Bien sûr. Voilà. Mais voilà, ça nous a vraiment forgés. Oui, mais quand même, c'est dur, parce que comment on arrive à garder son humanité quand on a vécu tout ce que vous avez vécu? Où est-ce que vous puisez la force de continuer, en fait? Parce que l'humanité existe, justement. Et parfois, dans des cas extrêmes comme ça, c'est là qu'on voit que l'humanité se révèle. C'est là qu'on se révèle, peut-être. Et c'est par exemple le réflexe de ma mère de ne pas... Bon, elle a pleuré comme tout le monde. Quand on voulait nous buter, elle a pleuré. Mais à un moment donné, il y a eu un switch dans sa tête, il y a quelque chose qui a basculé, il y a eu un basculement dans sa tête. Et voilà, ça c'est l'humanité, quoi. C'est-à-dire que voilà, Oui. tu préserver la vie, défendre ses droits, Oui. s'exprimer. Oui. Et l'expression, quelque part, pour moi, c'est devenu quelque chose de vital quand Ouais. on parle de littérature. Tu parles. Chez moi, c'est pas tu parles, Ou tu meurs. Voilà. Pour moi, il s'agit de ça. Il ne s'agit pas de... J'écris pas... Je suis pas un écrivain parisien, là. Ouais. Je suis un Mano Pratin, là. Non. Vous n'êtes pas dans cette... Rien Ceci à voir. dit, à Bruxelles, vous ne vous êtes pas adapté tout de suite. Votre petit frère non plus. Votre beau-père, qui est belge, non plus, parce que tout lui manquait. Oui, lui, c'était pire. Le Congo lui Ah manquait. ouais, lui, c'était pire. Lui, c'était terrible. Pire que vous, Nous, à ouais. la limite, nous, on était tranquilles. Mais lui, tous les jours, il nous parlait de ses expériences de là-bas, parce que lui, il est arrivé là-bas dans les années début 30, Ouais. en 1930. Il était dans une plantation tranquille, là il se retrouve employé, Il se la retrouve bureaucratie. employé, bureaucratique ici dans une compagnie d'assurance. Et le pauvre, il se retrouve à Bruxelles, quoi. Donc il était... Lui, quand il parlait du Congo, c'est marrant, quand on parle des coloniaux, c'est-à-dire que moi, j'ai eu un colonial dans la maison. Oui. Et ce mec, il disait mon pays. Mais ce n'était pas mon pays comme le gouvernement belge pouvait voir. Non, c'est pas paternaliste, c'était son pays. C'était devenu sa terre, quoi, comme aujourd'hui. C'est pas condescendant, mon pays. Non, il aimait ce pays. Non, il le disait avec beaucoup de fierté, d'ailleurs. Et puis, en Belgique, ce père qui était simple employé, il aime la lecture, la littérature, les arts. Oui. Il vous faisait visiter les musées. C'était une corvée, on était obligés. Oui, au début. A priori. Oui, au départ. A priori, ouais. A priori, on a envie de faire autre chose. Dimanches, on allait visiter des musées, des châteaux. Oui. Voilà. Et donc, on connaissait tout le temps. Mais voilà, ça avait l'air d'une corvée comme ça, parce que beaucoup d'enfants, ils disent, mais à quoi il a passé sa jeunesse, lui? Ouais. À visiter des musées. Mais quand on tombe sur Bruegel ou Rembrandt, Rubens, Ouais. les grands peintres qu'il y a dans cette contrée-là, Ah, c'est une claque. vous êtes quand même un peu... Ah ouais. Le Bruegel que vous voyez dans vos livres d'école n'a rien à voir avec le véritable Bruegel. Absolument. Le rouge de Bruegel ou le bleu de Bruegel, c'est une folie. Oui. Et voilà, et c'est ça, cette expérience-là qu'on a eue. Résultat, mon frère est musicien, ma sœur est peintre. Oui. Alors, vous, au début, vous vous dirigez vers tout à fait autre chose. Ça ne vous ressemble pas, je ne sais pas comment vous avez fait ce choix, ça ne vous ressemble pas à l'homme que vous êtes aujourd'hui. Vous avez fait des études de publicité et de communication. Oui, mais non, Fils de pub, Oui, comme dirait l'autre. oui, mais voilà. Mais en fait, je devais chercher un métier où je pouvais créer sans en avoir l'air. C'est-à-dire que, bon, les parents, à l'époque... Flemmard. Moi, je vous en parle, c'est les années 70. Ouais. Quand j'ai 20 ans, c'est 74. Ouais. Et c'est là que je pars à Paris pour étudier la publicité en question, parce qu'il n'y avait même pas d'école de publicité en Belgique à l'époque. Il y en avait à Londres, pareil, New York, ça s'arrêtait là. Donc, mais je voulais quelque chose où je pouvais créer
sans en avoir l'air pour que ma mère le permette que je fasse des études. Vous avez fait ça. Vous avez fait ça. Je dis, écoute, je donne une publicité, donc je vais gagner beaucoup d'argent, Oui, etc., etc. oui. Et bon, ils ont trouvé ça cool, j'étais faire des études. Mais bon, ça a tenu un moment. Oui. Alors, on va marquer une toute petite pause pour découvrir ce qui est à la rubrique l'objet. Et on va découvrir l'objet que notre invité, Nicoli Jean Beaufan, a ramené avec lui. L'objet. Votre objet, Monsieur Beaufan. Ah, oui, Un calame, madame. ça me quitte pas, c'est dans ma poche. Donc, comment il dit un objet, je vois pas. Je vois pas, c'est-à-dire que voilà, justement, quand il a fallu écrire, j'aurais pu passer par un autre média. J'aurais pu me dire, voilà, je parlais du Congo, si je voulais parler du Congo, ou de Casablanca. J'aurais pu devenir journaliste, j'aurais pu devenir homme politique, j'aurais pu, voilà, des choses comme ça. Mais en fait, non. Moi, j'ai trouvé qu'il n'y a que ça. Avec ça, j'ai juste besoin d'un morceau de papier, j'ai besoin du calame, le morceau de papier, et j'ai besoin de rien d'autre. Et après ça, c'est à moi de me casser la tête pour trouver un éditeur. Oui. Mais disons, c'est une arme, ça. C'est-à-dire, c'est une arme dans le sens que j'ai besoin de rien d'autre pour faire des dégâts. Ou donner de l'émerveillement. Oui. Voilà. D'ailleurs, vous avez fait des dégâts parce que, avant de commencer à écrire, parce que le Congo, vous l'avez dans la peau. Donc, vous êtes retourné dans les années 80 avec une bande d'amis universitaires diplômés. Vous vouliez changer le monde. On voulait changer le monde. Changer le monde, plein de rêves. Et vous avez travaillé dans l'édition. Et c'est là que j'ai ouvert mon agence de publicité là-bas à Kinshasa. Absolument. Et puis après, je suis passé à l'édition. Oui, et puis quand vous dites vous pouvez faire mal, il y avait des caricatures satiriques et des articles contre, bien sûr, le pouvoir. Et Kinshasa est magnifique. Vous aimiez cette ville, elle est magnifique. Oui. C'est 400 ethnies, melting pot, c'est pas n'importe quelle ville, Kinshasa. Non, c'est pas n'importe quelle ville. C'est vraiment un lieu où, voilà, où il y a... Parce qu'en fait, c'est le bout le fleuve fait une boucle comme ça dans le Congo. Oui, c'est le fleuve Congo, oui. Ouais, c'est comme un serpent qui se mord la queue, quoi. Ouais. Et donc, et quand le fleuve sort du pays, c'est là. C'est là que le fleuve est navigable jusqu'à Kinshasa. Donc, d'où qu'on vienne du Congo, on finit de toute façon par échouer ici. Voilà. Donc là-dedans, on trouve tous ces peuplades, ils sont tous là. Tous ces peuples sont là et on vit ensemble, on crée de la musique ensemble, on crée de l'art ensemble. Donc il y a un véritable melting pot. Ouais. Il y a peut-être que New York que je vois un peu comme ça. New York, oui, c'est melting pot. Et puis là, en plus, il y a des ethnies, 400, autant de langues, autant de cultures, autant de cultures. Alors, vous restez quand même une dizaine d'années ou un peu moins? Kinshasa, moi j'ai vécu réellement pas beaucoup. Pas beaucoup. Une dizaine d'années, le reste c'est la province pour moi. Mais c'était bien, quand vous êtes retourné, vous vous êtes amusé avec les copains, vous avez travaillé, vous avez fait des trucs. On a fait des projets, on a fait pas mal de choses. Et puis vous avez été contraint, encore une fois, de fuir les balles. Voilà. Il y a eu les pillages de 91. Les pillages de 91. Qu'est-ce qui s'est passé? Mes enfants, il y avait eu, Mobutu n'aimait pas qu'on crie trop démocratie. Oui. Donc quand c'était comme ça, tu envoies l'armée, ils tirent sur les gens 2-3 jours et ça calme tout le monde. C'est ce qui s'est passé, il nous a tiré dessus pendant 3 jours. Mais et encore une fois, ma mère qui m'avait sauvé la vie quand j'étais petit, elle était là en vacances. Oui. Elle est arrivée là-bas à Kinshasa en vacances. Moi, quand elle venait me voir à Kinshasa, parce que moi, je ne voulais même plus revenir en Europe. Ma mère, la famille, mon frère, ma soeur étaient toujours en Belgique. Mais moi, revenir en Belgique, l'Europe m'avait fait beaucoup de mal, je trouve. Je pouvais plus. En fait, quand j'ai grandi ici, j'ai fait mes études. Qu'est-ce qui vous a fait le plus mal en Europe? Déjà, à part le climat. Le racisme. Ouais. Le racisme, c'est très grave, puisque ça vous diminue un homme. Donc, pour garder la tête haute, alors que tout le monde s'évertue à vous diminuer, c'est pas évident. Parce que le racisme, c'est terrible, parce qu'on a beau changer les lois, le racisme, ça peut passer par n'importe quoi. Et par un geste, un regard. Un geste, un regard. On ne peut pas légiférer là-dessus. Ah ouais. On peut légiférer, mais on ne sait rien faire, en fait. Quelqu'un vous jette un regard, ça suffit, on ne peut pas l'amener au tribunal. Oui. Donc, c'est quelque chose de très difficile à Donc éviter. vous envoyez vos enfants avec votre maman? Oui.
En Belgique. Voilà. Elle me dit, non, écoute, ça va tirer. Je dis, mais non, ça va pas tirer. Et puis, comme elle connaît, elle a ce sens du drame qui arrive. Oui. Donc oui. là, elle a pris les enfants. Quand il y a eu pillage, elle a pris les enfants, elle est partie avec en Belgique. Et 2 ans après, 93, quand il y a eu les deuxièmes pillages de Kinshasa, avec en janvier, les gens étrangères. Voilà. Moi, après, j'ai suivi le deuxième pillage, janvier 93, juin 93, j'étais à Bruxelles. Vous avez pris les armes aussi. Vous avez pris, dans mon pas quartier. une calache, mais vous avez pris un fusil M1. d'assaut, le GM1. M1 garde. Ouais, pour protéger vos enfants et votre femme contre les viols. Ouais. Puis vous voyez les gens tomber devant vos yeux. Ouais. Mais non, mais c'était... J'avais mes enfants et ma femme. Maintenant, mes enfants n'étaient même pas là. Mais le deuxième pillage, mes enfants étaient déjà en Belgique. Ils étaient déjà en Belgique. Ouais, les premiers pillages, ils ont bien assisté à ça. Mais le deuxième, ils étaient partis, j'avais mon épouse à la maison. Ah oui. Et donc, c'était celui qui avait lancé ces trucs, enfin, qui avait lancé. Il y a d'abord eu le papa de l'actuel président, Tshisekedi, le papa qui était opposant déjà à l'époque. Lui, il avait décrété que, voilà, il démonétarisait un billet de 50 000 zaïrs, monnaie de l'époque. Oui. Et donc, Ouais, on nous est rentré dedans, évidemment. Oui. Et ben voilà, mais moi, Et lui, il est de la même tribu que mon ex-épouse. D'accord. Donc à Moulouba aussi. Moulouba, je me dis, si les militaires, les mecs arrivent dans cette baraque et qu'ils voient cette femme, moi je suis et puis elle est très belle. Ah. Donc elle a une tête vraiment du Kasaï. Donc je me dis, s'ils rentrent ici, Elle est européenne ou elle est... Elle est congolaise. Ouais, elle est congolaise. Et je me suis dit, non, s'ils rentrent ici, ils vont... Ouais. Ah, j'ai pris le fusil. Il y a un vieux qui m'a donné, j'ai pas été le chercher, c'était un vieux qui m'a donné. Qui vous l'a donné? Il est venu chez moi le lendemain matin, après les pillages, il est venu au petit matin, il dit, écoute petit, je sais que tu es courageux, tiens. Il avait qu'un seul fusil, mais on était, je sais pas combien de milliers d'habitants, mais il me l'a donné à moi, tout seul. Vous, oui. Ouais. C'est incroyable, parce que vous avez vécu la GIN au Congo, et ça, c'est pas ça qui vous a poussé à écrire. Ce qui est incroyable, c'est que le déclic, parce que pendant longtemps, vous ne vous voyez pas écrire. Ah non, jamais vous ne vous êtes dit, je vais écrire. Jamais. Jamais. Jamais eu cette ambition, ni cette envie, ni cette... Mais il va se passer quelque chose qui n'a rien à voir avec le Congo, alors que vous en avez bavé au Congo. Oui. Et là, ça va être le déclic. Ça a été le génocide du Rwanda. Le génocide du Rwanda que vous avez suivi en Belgique à la télé. Ouais. C'est fou parce que... Pourquoi ? C'est fou parce qu'aujourd'hui, moi, je dénonce le Rwanda. Et c'est dingue, parce que voilà, avec le Congo-NC, je dénonce complètement le Rwanda. Mais c'était que j'étais devant ma télévision, là. J'ai assisté au génocide comme tout le monde pendant 100 jours. J'ai vu des êtres humains découper d'autres êtres humains comme ça à la machette. Nous tous, partout dans le monde, on a assisté à ça. Et moi, et puis j'ai vu des gens intervenir. J'ai vu des gens intervenir et c'était ce qu'on appelle des africanistes. Ah oui, les experts africanistes. Ouais, les experts africains. Mais moi, je venais d'arriver du Congo. Moi, vous connaissiez même pas c'est quoi ce néo? C'est quoi ce mot? C'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est des spécialistes de l'Afrique. C'était tous des universitaires, des chercheurs, des gens comme ça. Et à partir de là, c'est là que je me suis dit, je ne veux plus jamais entendre parler de quelqu'un de mon propre drame. Je ne veux plus entendre parler je veux plus entendre quelqu'un parler de mon drame, du drame de moi en tant qu'Africain, je veux dire. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous devons nous parler de nos problématiques et de nos traumas. Surtout qu'il sortait sur les plateaux beaucoup de bêtises, beaucoup d'idioties. Beaucoup de bêtises. Et en Belgique particulièrement, là où j'habite, il y a pas mal de chercheurs rwandais. C'est parce qu'il manque congolais, rwandais, c'est vrai. Ça manque pas, mais ils en ont cherché aucun. Ils en ont cherché aucun. Donc moi, ça m'a révolté. Ça m'a révolté. Je me suis dit, voilà, mais je vais écrire. Alors vous avez écrit. Et j'ai écrit, et je me suis dit, ça veut dire que dans ce pays, la prochaine fois quelque chose sur l'Afrique, c'est moi qu'on va appeler et personne d'autre. Je veux plus qu'on appelle un seul Européen pour parler de chez moi. De ce qu'il ne connaît pas. De ce qu'il ne connaît pas, justement. Exactement, de ce qu'il ne connaît pas. Voilà. Puis votre premier livre, pourquoi le lion n'est plus le roi de la forêt, c'est un livre... pardon? Non, le roi des animaux. Le roi des animaux, excusez-moi. D'ailleurs, c'est pas la forêt, mon fils m'aurait corrigé. Non, c'est le roi de la savane, le roi de la forêt, il me dit c'est le cerf. Bon, je fais toujours. Okay. Oui. Vous vous êtes adressé aux enfants. Pourquoi vous avez choisi de vous adresser aux enfants? Mais parce que
Les adultes. Parce que les adultes J'ai trouvé bête. comprennent que dalle, quoi. Ben oui. Vous savez, moi, je l'ai trouvé quand je venais d'arriver, après avoir vécu toutes ces choses dont je vous parle, tirer sur des gens, se faire tirer dessus et tout. C'est pas évident comme projet de vie. Oui, C'est pas ça. oui. Donc, moi, ça m'avait un peu hyper choqué. Et quand je suis arrivé ici, j'expliquais ça aux gens, il n'y a personne qui m'entendait. Enfin, c'est pas vrai, mais c'est vrai. Ah, tiens, on ne savait pas. Tout le monde était dans l'étonnement. Voilà, comme tous les drames qui se passent loin loin de l'Occident, c'est comme ça n'existe pas. Donc, et je me suis dit, en fait, vaut mieux parler aux enfants. Je crois que c'est plus prudent de parler aux enfants d'abord, avant de parler aux adultes. D'abord, les adultes, bon, ils ne comprennent pas, mais moi, j'ai le temps avec eux. Les enfants, j'ai moins le temps. Parce que justement, c'est les drames que j'ai pu vivre. J'ai vécu, nous avons fui à l'indépendance du Congo, parce que les soldats sont venus à la maison, mais c'était des journées aussi belles que la journée qu'on vit aujourd'hui. Il faisait beau, il faisait super, et puis brusquement, je vois 2 camions qui arrivent, plein de soldats, et la vie a basculé. Quand je vous parle des pillages de 91, la même chose. C'était le dimanche, les pillages c'était lundi. Oui. Le dimanche, je vais déposer ma mère chez une amie à elle, comme elle était venue en vacances. Oui, laisse-la nous, elle va dormir ici. Oui. Demain, tu viens la chercher. Mais le lendemain, c'était fini. Oui. C'est en déposant ma petite à l'école, en déposant Véronique, ma première fille à l'école, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y a ça va plus. Et parce que c'était la nuit, généralement, que ça se passait. Et puis le lendemain, le monde a changé. Au matin, c'est trop tard. Alors, on va passer, avant de parler à votre carrière d'écrivain, parce qu'après, vous allez commencer à écrire des romans. On va découvrir le triptyque que vous avez choisi, parce que c'est des photos que vous avez choisies, des clichés. Oui. Et on va essayer de savoir pourquoi ces photos et pas d'autres. Oui. Triptyque. La première photo que vous avez choisie, oui. Oui, voilà, cette fameuse... qui vous a hanté toute votre vie. Voilà, cette fameuse arrestation de Lumumba et la fin de Lumumba. Ça, c'est... Le premier, voilà, si moi j'avais vécu un drame juste un peu avant ça, ça c'était, voilà, c'est quelque chose d'inoubliable. Que représente Lumumba pour vous? Cet homme, moi j'étais tout petit. Comment est-ce que cet homme a pu me marquer comme ça là où j'étais un enfant? Oui. Ça dit que voilà, il y avait la puissance du verbe de cet homme, dans son courage, et lui savait qu'il allait mourir. Lui, c'est comme des gens comme des Sankara. Exactement. Il savait, Sankara, il savait, Sankara appelait sa femme ma veuve. Oui. Et quand vous voyez la lettre que lui, il écrit à son épouse Pauline, mon Dieu, on voit qu'il sait qu'il va mourir. Il le sait. Ce sont des gens, voilà. Et puis c'est des gens, c'était les vrais pacifistes, les idéalistes qui voulaient construire l'Afrique. Et puis quand on voit son regard, c'est un regard de martyr. De martyr, déjà. C'est un regard un peu... On sait qu'ils savent qu'ils sont perdus. De messie, un peu. Oui. On voit cette douleur. Mais ils savent qu'ils vont partir. Ils le savent. Avec Polo et Okito, les 2 autres. Parce qu'on les oublie souvent, Polo et Okito. Ces deux compagnons. C'est à ce moment-là, vous pensez que un peu l'histoire du Congo a basculé? Oui. Il aurait pu, oui. Oui. Si ça aurait été lui, le Congo ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Voilà. Oui. C'est lui qui a tracé toutes les bases. Et c'est lui qui a tracé toutes les bases, toutes les lignes, qu'est-ce qu'on doit faire de notre Congo. Oui. Et voilà. Il est parti à 35 ans. Et voilà. Et là, jusqu'à aujourd'hui, ils ont tous fait en sorte de saboter son travail. Oui. Et puis même, on a essayé d'effacer toute trace, dissous à l'acide. Il n'en reste qu'une dent. Oui. Qui a été... Après, et on trouve ça, et les gens trouvent ça normal. Normal. Que voilà, on va remettre là-dedans, mais d'abord c'est du recel de cadavres. Exactement. Ça tombe sous le coup de la loi normalement. Bah oui. Deuxième photo. Voilà, ça c'est cette photo-là, des 3 semaines. Là. Voilà, on venait d'arriver. D'ailleurs, ce pull à un moment donné, et j'avais un pantalon comme ça qui était en laine, et ça avait rétréci parce que ma mère, elle savait pas comment on lave la laine. Oui, parce que vous n'avez pas besoin de laine au Congo. C'est ça, quoi. Ouais. Je me souviens, ce truc, c'était... Voilà. On venait d'arriver, quoi. Vos 2 frères métis avec vous avez tous le sourire, vous êtes... Si. À ce moment-là, voilà. Oui. Ouais, on était...
Tu es heureux? Oui, vous savez, les enfants, il ne faut pas beaucoup. Hein. Bah ouais. Ouais, il ne faut pas beaucoup. Ouais. Mais voilà, mais on a aussi une famille qui nous ont confortés, qui nous ont donné la force. Oui, bah oui. Quand même. Donc. Troisième photo. Vous allez nous parler de cette photo qu'on va voir, qui est floue, mais vous allez nous expliquer. Oui, ça c'est Ambroise Boimbo. Cet homme tient une épée en main. Et ici, vous avez le roi Baudouin, qui est debout dans la voiture avec Casabou à côté. Ça, c'est la veille de l'indépendance. Il vient d'arriver à l'aéroport. Et cet homme, moi je l'aime bien parce que c'est un homme de mon village. Il vient de Monkoto. Il vient de mon village, il s'appelle Ambroise Boimbo. Et bon, il est parti dans l'histoire, il a volé l'épée, puis il s'est fait arrêter, hein, quelques mètres plus loin, il s'est fait arrêter, il se fait tabasser, on l'a mis en tôle. D'ailleurs, j'ai écrit un texte là-dessus, sur cet homme au cachot. Mais le lendemain. Le lendemain, donc c'est un texte, un espèce de triptyque entre Lumumba, il y a Lumumba, Baudouin et Ambroise Boimbo. C'est un texte à trois comme ça. Texte à trois. Alors, après votre premier ouvrage destiné aux enfants, là, vous commencez l'écriture avec mathématiques congolaises. Ouais. Là, vous entrez dedans, hein? Là, je rentre dedans. Et là, quand j'écris mathématiques congolaises, il y a la guerre en Irak. Et il y a la guerre en Irak. Donc, la thématique de mathématiques congolaises, c'est la manipulation politique. La manipulation, c'est mon métier. J'ai étudié ça en publicité. Bah oui. La manipulation de masse. Je suis un spécialiste de la manipulation des masses. Autrement dit, quand vous me racontez des choses un peu bizarres, moi, je les repère tout de suite. Donc, et alors, puis j'écris mathématiques congolaises, c'est vrai, bon, on parle, parce qu'on est très fort, hein, au Congo, on est très fort au niveau manipulation politique, on est champion. Donc, oui, à part en plus la SAP. Donc la manipulation politique, on est vraiment, il y a pas mal de trucs qui se passent, on se demande comment ça se passe, mais voilà, on est très champion là-dedans. Mais ce qu'il y a, c'est que quand je vous parle de la guerre en Irak, ça dit, il y a cette scène où on voit l'ONU, on voit Colin Powell, et puis c'était aussi, il y a Colin Powell qui débarque avec ses schémas et sa petite fiole blanche là, et il vient avec un schéma. Oui, vous prenez un camion, un deuxième, troisième camion, vous fabriquez une arme de destruction massive, en parlant de Saddam Hussein. Moi, la même nuit, j'avais écrit la même chose avec des résistances de couveuses, dont des résistances électriques, comme il y a dans les fers à repasser, dans n'importe quoi, ou dans une bouilloire électrique. Et puis le personnage principal, il dit on va montrer ça à la télé, on va faire passer ça pour des détonateurs. D'un gars qu'ils avaient arrêté, un Français là. C'est lui, il fait, mais il dit, mais qui va croire que c'est des détonateurs? Le gars le regarde, il fait, qui a déjà vu un détonateur? Et donc, quand on nous montrait des armes de destruction massive, soi-disant, qui sait ce que c'est une arme de destruction massive? Je me suis marré comme une baleine. Et puis, il y avait d'autres parties de ce roman qui ont disparu. Parce que mon éditeur m'a dit c'était trop. Sinon, le roman aurait peut-être 100 pages de plus. Et c'était justement, je parlais des maths dans le temps. Oui, parce que votre héros... ouais, voilà. C'est un adepte des mathématiques. Un livre de mathématiques. Voilà. C'est un imposteur. Voilà. Et il veut... Il s'est démerdé. Et il fait sa manipulation politique à travers des schémas mathématiques. Oui, pour s'en sortir. Et c'est là où vous parlez d'un concept incroyable, je n'en avais jamais entendu parler. C'est ce qu'on avait fait à Pierre Lumel, d'ailleurs. La soustraction posément accélérée. Ah oui. C'est terrible, ça. Ah ouais, j'ai trouvé ça dans... Ah, c'est terrible. J'ai trouvé ça dans mes recherches sur les mathématiques à l'époque. Je vois cette phrase, la soustraction posément accélérée. Je me demande qu'est-ce que c'est. C'est ce qu'on faisait, c'est ce qu'on lui a fait subir. C'est ce que les Rwandais faisaient subir. Et ils le font encore. Hein. C'est de tuer un homme et de le garder conscient le plus longtemps possible. Et de le découper en petits morceaux de façon à ce qu'il reste conscient le plus longtemps possible. Donc on appelle ça la soustraction, dont on soustrait des organes, mais posément accéléré. C'est-à-dire qu'il faut le faire posément, mais assez accéléré pour qu'il ne tombe pas dans les pommes. Alors, vos romans, on dit que vos romans sont violents, mais en fait, reflètent la réalité, quoi. C'est pour ça que j'ai aucun scrupule à écrire de façon barbare comme ça. J'ai aucun scrupule. Beaucoup, quand je parle des mutilations des femmes, dans cette guerre où la violence faite aux femmes est en fil rouge,
Oh, mais pourquoi tu écris des choses aussi difficiles? Je dis, mais vivez ce que nos femmes vivent. Exactement. Vous Je voulez crois qu'à que un moment les donné, autres... oui, on ne peut pas toujours se voiler la face. Voilà, on ne peut pas se voiler la face et il faut savoir ce que c'est. Moi, j'ai connu beaucoup de drames dans ma vie, j'ai entendu beaucoup de témoignages de gens qui ont parlé, j'ai entendu des témoignages de militaires aussi, comment ils décrivent la guerre, ce qu'ils font sur le terrain, parce que j'en ai pas mal dans ma famille. Oui. Et mais voilà, de temps en temps, il faut quand même voir de quoi il s'agit. Oui. Alors, dans votre deuxième livre, Congo Corporate, le testament de Bismarck, oui, le testament de Bismarck, parce que là, c'est incroyable, c'est pas histoire, c'est l'histoire. Oui, l'histoire. Le roi qui a acheté un pays, Oui. Léopold II de Belgique. Voilà, mais j'attends toujours de voir les documents avec quoi Avec quoi il a acheté. et combien il a payé, qu'on Oui, se le partage. et pendant des années, c'était sa propriété à lui. C'était sa propriété. C'était sa propriété. C'est incroyable ce qu'on a fait, C'est incroyable, fait subir et ce qu'on continue à faire subir à l'Afrique quand même. N'importe quoi. C'est un laboratoire. Oui, vous dites que c'est un laboratoire Du futur. Du futur. Dans Congo INC, j'écris ça. C'est la dernière phrase du roman, en fait. C'est un laboratoire du futur. Ouais. On essaie tout sur l'Afrique. Après, on va voir si ça marche. On le fait ici. Ouais. C'est-à-dire ce que les Européens sont en train de vivre aujourd'hui. On n'aurait jamais cru ça. Quand j'ai écrit cette phrase, c'était quoi 2000, ce livre est sorti en 2014. Donc quand j'expliquais sur les chaînes et tout ça, qu'est-ce que ça veut dire votre phrase? J'ai dit voilà, ce qui se passe chez nous, ça va se passer ici. Personne n'est à l'abri. Tout le monde me riait au nez à l'époque en 2014. Ah ouais. Pourtant, ouais, c'était 2014, donc c'était le début de la guerre en Ukraine en fait. Bah oui. Et puis on avait tout vécu. On a tous l'habitude des programmes d'ajustement structurel, Voilà. des trucs. Et puis il y a eu la Grèce, il y a eu les Et trucs. voilà. il y a eu Et puis ça nous est tombé dessus. Ah, Voilà. voilà. Les programmes d'ajustement structurel, ça a été la première chose. C'est Oui, tombé nous, sur on la a Grèce, l'habitude. sur l'Irlande, sur machin. Bon, ils rigolent déjà moins, les Grecs là. Et les Grecs, ils en ont pour des centaines de siècles là, les pays. Hein. Ça, ils doivent le savoir. Oui. Ils sont partis pour très 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 longtemps. Il y a eu ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit maintenant avec des guerres par proxy, des guerres guerres, voilà, faites par d'autres personnes. Et on retrouve la guerre en Europe. Alors, oui, exactement. Vous reprenez une phrase de la Bible qui est très, 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 très forte, et aussi que j'ai découvert, que j'ai trouvé extraordinaire et terrible. On vous enlèvera tout, même ce que vous n'avez pas. C'est terrible. Ouais. Et c'est ce qui se passe avec les pays africains. Ouais. On demande beaucoup aux humains, on les saigne. Voilà, Comment on peut vous prendre ce que vous n'avez pas? Voilà. Et ça, c'est même dans l'Apocalypse, je crois. C'est un Jean. Ouais. Donc, vous voyez, donc, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et voilà, comment voulez-vous que je n'écrive pas et que je ne me fâche pas et que je ne sois pas exalté comme ça? Oui, alors Saint Jean, c'est particulier. Parce qu'on vous a un jour demandé, je fais mes recherches, si vous n'aviez pas été écrivain, vous auriez aimé être quel écrivain? Moi, je me serais attendu à tout. Et puis vous avez sorti l'apôtre Saint Jean. Vos apôtres Saint Jean. Oui. C'est le seul qui n'a pas subi le martyr. Et c'est le seul qui était écrivain, qui écrivait la fiction. il n'y avait pas que des chroniques, les autres faisaient des chroniques. Et oui, les autres faisaient des chroniques. Et lui, il est mort, il s'est éteint comme une bougie. D'accord. Et c'est le seul qui n'a pas subi le martyr. Tous les autres ont été pendus, brûlés, mangés par des lions et tout ce que vous voulez, sauf lui. Et il y avait cette force d'écrire ce texte de dingue, de folie qui est l'Apocalypse. Ce qui est une allégorie terrible. Voilà, et c'est ça aussi. Et j'ai nommé mon fils Johan pour la même raison. Ah ouais, pour le protéger de la superstition, vie. pour le préserver Le préserver de tout. de tout. Parce que quelque part, ce nom à moi m'a préservé. Ouais. J'ai l'impression que voilà, je dis, Oui, dit vous tout vous à l'heure, appelez je suis un Jean. rescapé, Oui. mais je suis quand même un privilégié. Oui, c'est Parce un que être miraculé. rescapé, Oui. c'est bénéficier d'un privilège. On va passer à après on va parler d'autres choses, mais on va passer à votre dernier livre, qui se passe à Casablanca, justement, La Belle de Casa. La Belle de Casa. Pourquoi vous avez choisi Casa? C'est l'histoire d'un migrant qui voulait partir en Europe, comme des milliers, et puis qui se trouve contraint, bloqué, et puis qui vit à Casa. Puis c'est un livre différent, parce que c'est un livre où vous rentrez dans une sphère plus intime. Oui, on est dans autre chose. On est quelque chose de beaucoup plus intime. On est aussi dans le... Même dans la sensualité, parfois. Ouais. Et donc, voilà, on est dans les choses très, très personnelles. Et puis, on est dans l'absence du père. Pour Pour Ishrak. Pour Ishrak. Le personnage Dont principal, oui. dont il est Voilà.
tombé amoureux Voilà. tout de suite. Voilà, ce jeune Congolais, voilà, je voulais quand même toujours, vous savez, moi je prends toujours le Congo, pour moi, j'ai pris le Congo comme le centre en tant qu'écrivain. Oui, pourquoi vous dites que le Congo est le centre du monde? Voilà, je le mets au centre du monde. Je mets le Congo au centre du monde. Pour moi, le Congo est un archétype de n'importe quelle terre, là où les humains vivent. Ça se passe, voilà. Que ce soit au Congo, au Maroc, ou où que ce soit. Ou en Belgique, là où je vis, ou en France. C'est là où il y a les humains. Mais moi, c'est à partir du Congo que je mets le Congo au centre du monde, et puis alors tout le reste devient périphérique. Oui. Voilà. C'est pas une périphérie. Non, non. Même si c'est un pays qui a tellement de ressources, Oui. mais qui a beaucoup souffert. Beaucoup plus souffert. de 6 millions de Et morts. encore pour longtemps. Plus de 500 000 femmes violées. Ouais, et puis, on est ça là. continue. Et on est là. Voilà. Mais voilà, et je voulais prendre un Congolais, le faire quitter le Congo, et il se retrouve, par ce concours de circonstances, il se retrouve ici. D'abord, il ne devait pas se trouver ici. Il rencontre un Algérien à Dakar qui dit, écoute, je suis sur un sardinier, je vais te déposer en France, à Deauville. Le gars, il fait OK. Vous ne vouliez pas qu'il traverse. Pourquoi? Hein? Vous ne vouliez pas qu'il traverse? Non, moi, je voulais pas, moi, traverser. Oui. Vous vouliez rester en Afrique. Ouais, lui, il voulait rester, mais Lui, moi, il je voulait voulais partir, pas. oui. Moi, je voulais pas traverser, je voulais pas. Parce qu'en fait, j'avais écrit Congo INC avant, et Congo INC m'avait un peu plombé le moral, quoi. Très, très fort. Ouais. Vraiment, ça m'avait déprimé pendant très, très, très longtemps. Pendant longtemps. Je ne vais pas dire très, très, très longtemps, mais pendant longtemps, oui, pendant longtemps. Parce que même quand j'étais avec Ishrak, moi, j'étais toujours avec Chacha la Jactance. Oui, Et oui. Voilà. Oui. Ou Adeito Kalissa et les personnages de Congo INC. Et donc, il y a ce Congolais, parce que c'est l'œil extérieur, et je voulais examiner cette société marocaine. Et donc, je fais voyager un Congolais jusqu'ici, et lui, avec son œil de Congolais, il observe cette société. Puis il y a quelques similitudes entre Kinshasa et Casablanca, deux mégapoles. Deux mégapoles. Et pourquoi Casa, justement? Parce que j'aurais pu choisir Tanger. Rabat aujourd'hui, ou là où on est aujourd'hui. Oui. Ça peut être Tanger, mais Marrakech, mais non, ou Fès, ou voilà. Mais il fallait une ville cosmopolite, une ville du futur, une ville où le peuple a beaucoup à faire pour se développer, pour se nourrir, et puis où le peuple est aussi frondeur. Oui. Le contexte fait que le peuple il est aussi un peu givré. Ben oui. Et il fallait quelque chose qui ressemble à Kinshasa. Oui. Et Kinshasa, d'après le public, j'ai toujours fait l'apologie de cette ville. Je la sublime, Oui, je veux dire. oui. Mais je ne pouvais pas, en parlant du Maroc, ne pas faire la même chose avec Casa, avec une ville. Oui. Voilà. Oui. Et quelque part, Tanger n'aurait peut-être pas suffi. Oui. La folie n'est pas à Rabat comme elle est à Casa. Non, Casa, c'est Voilà. autre chose. C'est autre chose. Alors, il nous reste 4 minutes. Vous dites qu'on ne peut pas échapper au drame, mais on ne peut pas échapper à la vie non plus. Mais comment faire pour concilier les deux? Écrire, ça vous empêche de devenir fou? Mais parfois, j'espère aussi que l'autre ne devienne pas fou non plus. Quand j'écris, vous savez, quand on écrit quelque chose comme Congo NC, moi, j'étais persuadé que je termine Congo NC, la guerre du Congo est finie. Ouais. Et si elle n'est pas finie, on espère toujours que quand le roman, vous avez écrit votre dernière ligne, que le drame va s'arrêter en même temps que vous avez narré votre histoire. Quand je parle d'Ishrak, elle est déjà morte dès le début. Oui, on le sait. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est morte dès le début, mais j'espère seulement que peut-être au-delà de la tombe, elle va recevoir le message comme quoi on l'aime. Oui. Parce qu'elle avait ce truc, elle avait ce besoin d'amour fou. Oui. C'est une femme, elle est belle, Ouais. elle vit dans une société telle qu'elle est, cette société maghrébine telle qu'on la vit. Oui. Et là-dedans, elle doit tirer son épingle du jeu. Elle est belle, donc tout le monde a... Je vous parlais du Congo, de la beauté du Congo. Le Congo, c'est comme une femme. Oui, tout le monde Donc, convoite. que tout le monde convoite. Oui, que tout le monde Et convoite. quelque part, il y avait ça aussi avec Ishrak. Ouais. Il y a quelque chose de malsain dans la façon dont on veut s'en emparer. Exactement. Parce qu'elle va te donner du plaisir, elle Oui, va te donner de la oui. volupté, elle va te donner Oui. du sexe. Oui. Mais voilà, mais elle, non, elle veut pas. Oui. Et je voulais aussi montrer quelque part aussi, quand vous parlez de résilience, nous sommes dans des pays... Nous ne vivons pas, nous ne crôlons pas sous les richesses dans nos espaces. Il y a de la richesse tout autour de nous. C'est vrai, quand vous promenez à Rabat, il y a de la richesse. Quand vous promenez à Kinshasa, il y a de la richesse. Mais le peuple ne croule pas sous la richesse. Et quelque part, je voulais
je voulais aussi un peu sortir cette... Et puis avant aussi, il y avait eu un film, on parle de la prostitution avec les Saoudiens. Moi, je voulais justement montrer le contraire. Je voulais montrer que, oui, il y a eu ce discours-là. Mais moi, je veux aussi montrer qu'il y a d'autres qui vont résister à tout, parce qu'elle résiste à tout, Ishrak. Bah oui. Elle ne se laisse se dire par rien. Oui. Il n'y a pas l'argent, il n'y a rien. Et puis ces gens qui parlent de ça, ils ne connaissent pas la fin. La fin, vous l'avez personnifié, la fin. Vous avez fait un personnage, un serpent à deux têtes pour voilà, montrer. Voilà. Alors, en principe, on a fini. On va parler d'une dernière chose avant de passer au chef-d'œuvre. Alors, qu'est-ce qui peut sauver l'Afrique? Que serait le monde sans l'Afrique? La conscience, de savoir exactement qui nous sommes. Et c'est pour ça, quelque part, c'est très important que nous-mêmes nous exprimions. Il faut que les écrivains arabes s'expriment, il faut que les écrivains du Maghreb s'expriment, hein, il faut que les écrivains d'Afrique s'expriment. On ne nous connaît pas. Moi, je vis dans un espace qui est loin là-bas, qui est en Belgique. Et moi, ce que je redis toujours, je dis, nous sommes pleins de vous. Oui. Nous connaissons leur histoire, votre langue, nous connaissons leur antiquité, on connaît tout, on connaît leur science. Eux, ils ne savent rien de nous. Oui. Et c'est ça que nous devons montrer maintenant. Absolument. Ce qui peut nous sauver aussi, c'est notre passé millénaire. On est le passé de l'humanité. Mais c'est pour ça on a tout fait avant, voilà. avant tout le monde. Mais oui, quand je parle de mathématiques congolaises, quand je vous parlais des rêves que faisait Célio, il y avait Al-Khwarizmi, etc. Il y avait aussi cette phrase terrible que j'entendais dans la bouche de Tony Blair et de George Bush, « We civilized world ». Et il parle de qui? Des Irakiens. Oui. Des gars qui ont créé, qui ont mis en place Haroun al-Rachid, c'est grâce à lui qu'il y a eu l'apogée du monde arabe. Oui, les gars avaient tout, ils savaient tout faire. Oui. Et ces deux types-là, ils nous racontent que eux, c'est les mondes civilisés. C'est ça aussi. Avec Ishrak, aux mathématiques congolais, il y a des choses comme ça que je veux leur montrer que nous sommes, regardez-nous bien. Et pour ça, il faut qu'ils lisent. Il faut qu'ils lisent. Dernière rubrique, le chef-d'œuvre de Ikoli, Jean Bofan. Le chef-d'œuvre, vous êtes revenu, en fait, à votre baptême de feu. Que voulez-vous que je prenne encore comme chef-d'œuvre? Elle est littéraire et c'est ça l'élément fondateur en fait de ma psyché. Voilà. Et voilà, aujourd'hui cette psyché, je l'ai laissée dormir pendant une 50aine d'années et puis et je la réveille. C'est grâce à Nana que vous en êtes là, que vous êtes avec nous aujourd'hui. Si. Mais les nanas, c'est comme des Ishrak. Oui. Ouais, c'est toujours cette même femme qu'on veut mettre la main dessus, avec l'argent, dans son cas, elle, avec Ishrak, avec rien du tout, tu ne peux pas la prendre. Et voilà, c'est... Merci beaucoup, Ikoli, Jean Bofan. Vous me promettez de revenir à la sortie de votre prochain livre. Oui. Je vous remercie. C'est passé comme un éclair. Merci beaucoup. Bon séjour au Maroc, cher monsieur. Merci beaucoup. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Medi TV. À la semaine prochaine.